Pierre Bretonnier, bonjour. Bonjour David. Alors aujourd'hui, gros morceau, le gouvernement, et notamment Sébastien Lecornu, a diffusé un document de 44 pages sur les conséquences du oui et les conséquences du non, mais ce sont les conséquences du oui qui sont les plus importantes, parce que le non, au fond, ne changerait pas grand-chose par rapport à la situation actuelle. C'est un document très détaillé. Certains disent que l'État aurait dû le fournir bien avant, mais mieux vaut tard que jamais. Ce document entre dans un certain nombre de détails sur effectivement les conséquences qui résulteraient d'un choix pour l'indépendance et donc les conséquences les relations entre ce nouvel État et la France. Alors, actuellement se déroule à Paris une réunion à l'invitation du Premier ministre de discussion et d'échange, et notamment pour aller plus profondément pour examiner les conséquences du oui. Il y a un premier sujet qui interpelle l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les conséquences sur notre nationalité française au cas où le oui l'emporterait et que la Calédonie accéderait à la pleine souveraineté. Quel est votre regard sur ce sujet ? L'accord de Nouméa est assez clair. Il dit que, en cas de oui à l'indépendance, la citoyenneté calédonienne a vocation à se transformer en nationalité. Donc ça veut dire que si l'accord de Nouméa est suivi, les indépendantistes y tiennent beaucoup. Il faut à chaque fois dire... Et si l'État le décide, parce que ce n'est pas l'accord de Nouméa qui décidera non, mais pour les le nouvel État. indépendantistes étant favorables à l'accord de Nouméa pour qu'il se poursuive jusqu'au bout, la logique voudrait, évidemment je ne peux pas me mettre à leur place, mais la logique voudrait que effectivement les citoyens calédoniens deviennent des nationaux de la Nouvelle-Calédonie. S'ils deviennent des nationaux de la Nouvelle-Calédonie, automatiquement, sauf accord particulier, mais automatiquement, d'après le Code civil, ils ne sont plus français. Voilà, c'est clair. Donc tous les citoyens de la Nouvelle-Calédonie, dans ce cas de figure que vous exposez, perdraient la nationalité française. Automatiquement, sauf accord particulier. Sauf accord particulier. Mais bon, on n'a jamais, je ne connais pas de territoire, de pays, de nation où cette double nationalité soit accordée à tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, quel que soit l'accord, il faut savoir qu'il n'y a qu'une petite minorité de Calédoniens qui pourront rester français. Je parle des Calédoniens qui auront la nationalité calédonienne. Alors après, il y a tous les autres habitants qui peuvent rester français, mais à titre d'étrangers. Ils seront des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Alors, on peut supposer également que dans une éventuelle période transitoire, parce que là, je m'adresse aux téléspectateurs, c'est un cas de figure. La Calédonie n'est pas indépendante et beaucoup souhaitent, et une majorité souhaite qu'elle ne le soit pas. Mais dans ce cas de figure, qui est donc une hypothèse, il y a une période transitoire entre le scrutin d'autodétermination et la loi prise par le Parlement qui constate la séparation de la Nouvelle-Calédonie du territoire national. Pendant cette période transitoire, il peut y avoir des négociations. On peut supposer qu'il y aura de la part des autorités, de part et d'autre, un choix pour les citoyens calédoniens entre ne pas accéder à la citoyenneté du nouvel État et conserver la nationalité française. Est-ce que non, c'est absolument pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Ah, c'est pas sûr du tout. La règle, normalement, c'est qu'automatiquement, un nouvel État se forme, il y avait une citoyenneté, elle se transforme en nationalité pour le nouvel État. Et donc, automatiquement, en tout cas pour la France, sauf accord, automatiquement, tous les citoyens du nouvel État sont des citoyens du nouvel État et donc cessent d'être français. Et après l'accord, il essaye éventuellement de voir s'il peut en être autrement. Et dans la totalité des pays du monde, cette double nationalité est accordée à un très petit nombre. Oui, on l'a vu au Vanuatu, par exemple. Par exemple, on pourrait citer à peu près tous les pays du monde. Oui, bien sûr. Djibouti, Madagascar. Voilà. Dans ce cas de figure, en revanche, la question ne se poserait pas pour ceux qu'on appelle les exclus du corps électoral. Ah eux restent français. Eux, ils sont pas citoyens calédoniens. Rien ne change. Donc ils restent français. Alors peut-être qu'ils pourront demander au nouvel État
d'acquérir la nationalité Oui. calédonienne. Ça, c'est possible, et Oui, on bien peut sûr. très bien leur accorder. Mais eux Bien restent sûr, français, mais ils sont des pardonnez-moi, ça me étrangers. fait un peu rigoler. Voilà. Ils auront un passeport. Bon, voilà. Alors, en tous les cas, il va y avoir des discussions sur le sujet. Il y a évidemment, comme vous l'avez indiqué, des possibilités de convention, mais qui ne seront pas totales, applicables en totalité sur les habitants. Et vous soulignez fort justement que lorsque un ancien territoire de la République a voulu accéder à l'indépendance, ses habitants n'ont pas eu tous la double nationalité. C'est une exception très rare, et ce sera le cas pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi un élément qui autrefois était considéré comme un élément du régalien, mais qui ne l'est plus depuis que la France a adopté l'euro, c'est la monnaie. Ouais. Est-ce que... Puisque la monnaie, ça concerne aussi l'Europe, je vais revenir sur le thème précédent en disant Je que vous en non prie. seulement on perd la citoyenneté française, mais on perd par là même la citoyenneté européenne, Bien sûr. qui a aussi des conséquences importantes. La citoyenneté européenne, ça vous permet de circuler en Europe librement, de travailler librement, de commercer librement avec l'Europe, d'avoir des systèmes particuliers comme Erasmus qui permet aux étudiants d'aller partout en Europe, voire dans d'autres pays étrangers. Tout ça, ce serait terminé pour la Nouvelle-Calédonie. Oui. Terminé, terminé, notamment pour les étudiants. Vous l'évoquez, aujourd'hui, parce qu'ils sont français, les étudiants calédoniens ont accès d'abord à un certain nombre d'écoles et d'universités dans le monde qui ont passé des conventions avec des écoles et des universités françaises. Oui. Donc ils en bénéficient. Ils peuvent aller étudier en France métropolitaine, dans les grandes écoles, dans les universités, mais également dans les universités et d'autres écoles de l'Europe. Demain, ces ressortissants du nouvel État seront des étrangers, ils seront soumis, je crois que la note le rappelle, la note du gouvernement le rappelle, soumis aux restrictions d'admission qui sont appliquées à tous les étudiants étrangers, c'est-à-dire que l'assurance d'une inscription dans une école et ensuite un visa de séjour temporaire pour les études. Bien sûr, ils seront complètement étrangers et ce sera difficile. Vous prenez des formations comme les formations médicales, même s'il n'y a pas beaucoup de Calédoniens qui soient médecins, quand même, il y en a quelques-uns qui voudraient bien continuer. Mais il y a une formation, par exemple, locale pour la première année de médecine qui n'existerait plus, qui serait plus admise. Et donc, il faudrait qu'ils repassent des examens particuliers, sauf à s'adresser... Oui, avec pour les étudiants, évidemment, un enseignement qui serait payant. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, sauf à ce que le nouvel État accorde des bourses, mais je ne sais pas s'il en aura les moyens. Bah, ce n'est pas la règle. Il peut exceptionnellement accorder des bourses. Il en accorde beaucoup aujourd'hui, mais je n'ai pas connaissance qu'il ait accordé beaucoup de bourses aux étudiants africains, aux étudiants comoriens ou aux étudiants je parle du nouvel État. vanuatais. Oui, le nouvel État, il peut toujours, oui, s'il en a les moyens, mais il sera amputé de près de 200 milliards de francs CFP Voilà. dans son budget qui fait un peu moins de 200 milliards, donc je ne vois pas où il trouverait les ressources, mais on va y venir. Alors, si vous voulez bien, on passe 2 minutes sur les problèmes de monnaie. Alors, le document précise que le choix serait offert, évidemment, au nouvel État, soit conserver, mais ce serait exceptionnel, conserver un franc, mais a priori, la Nouvelle-Calédonie ne fait plus partie de l'Europe, et le franc CFP aujourd'hui est un franc rattaché à une parité fixe de l'euro. Et donc là aussi, négociation, convention, comment ça se passe? La monnaie, c'est quelque chose de fondamental pour un pays, pour ses finances, pour son économie. La première chose qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a une parité qui est artificielle. C'est-à-dire que si elle devait refléter l'économie de la Nouvelle-Calédonie, elle devrait être probablement dévaluée de 30 à 50%. C'est ça la réalité. Et elle ne l'est pas parce que c'est l'État qui, grâce à ses transferts financiers, permet de rééquilibrer en quelque sorte la balance des paiements. Et donc on n'a pas besoin d'aller chercher des devises ailleurs pour commercer. Parce que sinon, on n'aurait pas le droit d'importer comme on voudrait.
Dans les pays comme Fidji, ils ne peuvent pas importer ce qu'ils veulent. Ils sont limités parce que leur balance des paiements ne permet pas de le faire. En Calédonie, on peut le faire grâce au transfert de la métropole. Donc ça veut dire qu'il va y avoir automatiquement... Mais d'abord, le CFP est rattaché à l'euro indirectement, mais en fait sa parité dépend de la France. Absolument. Et la France peut décider ou le nouvel État peut décider par accord qu'il y aura un décrochage, et c'est automatiquement ce qui va se faire. Alors, donc ça veut dire qu'un appauvrissement automatique de toute la Calédonie, et notamment de tous ceux qui ont des biens immobiliers, des propriétés, etc., qui d'un seul coup vont perdre 30% environ de leur valeur. La perte de valeur de la monnaie vous paraît inéluctable? Elle est inéluctable, bien sûr. Ça veut dire aussi non seulement la chute des valeurs intrinsèques en Nouvelle-Calédonie, mais également l'augmentation de tous les coûts d'importation dont dépend essentiellement la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Tous les prix vont d'un seul coup augmenter de 20 ou 30%. Alors ça ne va pas être forcément ce qui va se passer, parce que comme il va y avoir un appauvrissement général, il va aussi y avoir forcément un rétablissement de la balance commerciale, la balance des paiements, mais à un niveau beaucoup plus bas. Voilà. Et donc il y aura un certain rééquilibrage, une certaine vérité économique qui va se passer en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que tout va diminuer, donc y compris le montant des salaires, y compris les assurances sociales, tout va diminuer, mais ça va rétablir un équilibre qui fait que, en revanche, vers le bas. En revanche, on sera plus compétitif, par exemple sur le nickel, comme l'Indonésie, etc. Pays, c'est-à-dire qu'on sera un pays plus pauvre. Du tiers-monde, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est ce que les indépendantistes, lorsqu'ils connaissent le sujet, comme Wamitan ou Néotine, qui ont fait des études de sciences économiques, donc savent bien tout ça. Seulement, ils disent pas la vérité. Ils le savent, mais ils disent pas que voilà. En fait, votre choix, c'est vous restez avec la France et on est sous domination entre guillemets française, mais alors on garde un niveau de vie très élevé, le niveau de vie des pays occidentaux, des pays modernes, ou bien soit on choisit l'indépendance, mais alors on est appauvri, on devient beaucoup plus pauvre qu'on en était. Donc ils devraient le dire, l'avouer. Au lieu de ça, ils font valoir que ça n'est pas grave, on va négocier avec la France et la France... Là, ça va être plus difficile parce qu'on arrive au pied du mur, en quelque sorte. Là, il faudra bien dire la vérité. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que la France n'exprime pas ses opinions dans ce document. Elle fait un constat technique au scalpel qui démolit toutes les illusions que pourraient se faire les indépendantistes en ce qui concerne l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais ensuite, elle ne dit pas quelle est sa réponse. Et finalement, on arrive à comprendre Goa ou Wamitan qui dit alors, qu'est-ce que vous faites? Au secours, dites-nous. Oui. Et la France se garde bien de le faire. Aujourd'hui, elle ouvre la porte à d'éventuelles négociations au cas où la Calédonie choisirait le oui. Alors, un commentateur sur un média important local disait, mais pour les financements extérieurs, il n'y a pas de problème, il suffit de s'adresser au FMI. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, le FMI, c'est vraiment les pays les plus pauvres qui s'adressent au FMI. Ça paraît tellement simple. Peut-être que le nouvel État pourrait faire appel au FMI. Alors, les subventions du FMI s'adressent aux États les plus pauvres. Et la Calédonie n'en fait pas et n'en fera même pas partie. Et sinon, ce sont des prêts. Oui, il faut bien les rembourser un jour, ces prêts. Rembourser un jour. Et si on ne les rembourse pas, la source se tarit. Oui. Enfin, au bout de quelques années, complètement découragé, le FMI dit finalement, on vous fait cadeau de cette dette. Mais ça veut dire que le pays est tombé dans une misère noire. Alors, on parlait de monnaie. La monnaie, le cours de la monnaie, il est étroitement lié à l'économie d'un pays, mais lié également au commerce du pays. À partir du moment où la Calédonie devient un État indépendant, il ne fait plus partie de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes associés à l'Europe. C'est-à-dire que du point de vue commercial, la liberté de commerce avec l'Europe s'achève. Automatiquement. Et notamment pour notre nickel. Après, ce sont les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appliquent, à condition de pouvoir y entrer. Et alors, il y a des règles. Il faudra bien candidater. Il faudra candidater et il faudra être accepté surtout.
Et il faut bien aussi avoir à l'esprit quelque chose qui est terrible pour l'économie du territoire, c'est qu'on ne pourra plus monter, comme on fait, des barrières douanières, des contingentements, des quotas, etc., parce que c'est interdit par l'Organisation mondiale du commerce. Et que si on fait autrement, ben, on est puni, il y a comment dirais-je, des pénalités qui sont prévues pour toutes les importations, les exportations, etc. Donc tout va être devra être renégocié. Et le document rappelle que ça prend du temps. Vanuatu, ils ont rappelé que ça a mis suivant ce qu'ils ont décidé, entre 17 et 30 ans. Hein, ils arrivent à avoir tous ces accords-là. Donc on donnera du temps au temps pour adhérer à l'OMC. Ouais. Le document fait évidemment une part importante au transfert de l'État actuel et donc à la cessation de ces transferts de l'État. Il l'avait laissé entendre dans les précédents documents. Là, il entre dans le détail. Est-ce qu'on pourrait balayer globalement les 172 milliards des transferts de l'État qui bénéficient chaque année à la Nouvelle-Calédonie? Voilà, on l'avait déjà évoqué. Est-ce qu'on peut rappeler les principales conséquences de l'indépendance? Oui. D'abord, il n'y a plus les 46 et quelques milliards qui sont donnés par l'État chaque année pour l'enseignement. Alors on y reviendra si vous permettez, parce qu'on va parler très particulièrement de l'enseignement qui est un secteur clé pour le nouvel État. Voilà. Et alors l'État rappelle aussi tout ce que l'État dépense, par exemple pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie, pour l'armée en général, pour les douanes. Et les collectivités. Et alors, il y a des dépenses pour les collectivités. Tout ça, c'est aussi des dépenses qui sont des dépenses de personnel. Il faut bien voir que toutes ces dépenses de personnel sont accompagnées, si je peux dire, des personnels. C'est-à-dire qu'il faudra non seulement trouver les financements, mais il faudra trouver les personnels. 9500 dit le document du ministère. Voilà, 9500 personnels. Et alors, et donc tous ces gens payent des impôts. Consomment et payent des impôts. Donc en consommant, ils font marcher tous les commerces. Et en payant des impôts, ils font fonctionner les budgets de toutes les collectivités publiques. Avec donc, un certain nombre de Calédoniens qui sont fonctionnaires d'État. Il y a Calédoniens, oui, parmi les 9500, il y a une petite moitié qui sont Calédoniens. Qui seront, donc dit la note, nommés sur d'autres postes sur le territoire national. À moins, évidemment, d'être recrutés par le nouvel État. Il faut-il encore qu'il en ait les moyens. Et alors, à côté de ces rémunérations, il y a effectivement tout ce qui est apporté aux collectivités, notamment par la défiscalisation, par les contrats de développement. Les contrats de développement. Et d'autres aides directes des ministères. Le RSMA. Alors, choses qui sont, deux secondes sur le RSMA. Alors, les choses sont claires. Il n'y a plus de RSMA en Nouvelle-Calédonie. Le RSMA va être redéployé dans les autres territoires de la République. C'est-à-dire en Polynésie, éventuellement à Wallis et Futuna, à La Réunion, mais plus de RSMA en Nouvelle-Calédonie, c'est clair. Et alors ça formait, je crois, pas loin de 600 personnes par an. Absolument. Donc ça va être quand même une perte qui va être difficile à combler. D'ailleurs, à chaque fois, l'État dit, mais alors qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire? Évidemment, ça doit mettre en rage les indépendantistes, qui doivent en retour dire à l'État, bon mais vous, l'État, qu'est-ce que vous faites, quoi, en tremblant, la main tremblante, en espérant que l'État dira, mais ne vous inquiétez pas, on va passer de nouveaux contrats, etc. Revenons 2 secondes, si vous voulez, sur les personnels, parce que là, c'est quand même important. 9500 personnels qui représentent, selon le document, une dépense de 109 milliards, c'est-à-dire 60% de la dépense de l'État en Nouvelle-Calédonie. Ces personnels de l'État, donc qui devront soit démissionner de la fonction publique de l'État, soit accepter d'aller servir à La Réunion, à Montpellier, à Lille, etc. Donc ces personnels en particulier, pour l'armée, ça ne pose pas de problème. L'armée est habituée à être redéployée. La gendarmerie également. L'armée, c'est, si je me souviens bien, je regarde sur mes notes, c'est 1689 personnes, malgré tout, qui consomment, qui payent des impôts. Les gendarmes, c'est 509 personnels qu'il faudra bien remplacer. Il y aura bien la force de sécurité intérieure, dit le programme du FLNKS, il faudra bien les remplacer et les payer. Il y a, avec les 509 gendarmes, 339 gendarmes mobiles, c'est-à-dire que la force de gendarmerie, en réalité, est de près de 900 personnels. Puis il y a la police, 595 personnels. Alors, la police, c'est particulier.
Parce que, effectivement, soit les policiers sont nommés sur le sol national, c'est-à-dire à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, soit ils sont récupérés par le nouvel État qui doit les former. Et la police, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour le nouvel État, il faudra bien qu'ils aient les moyens de les payer. Peut-être pas au même niveau salarial que l'État. Sûrement pas. Parce qu'on voit bien que si ces gens partaient, ils vont partir s'ils ne sont pas rémunérés. Donc il faudra trouver les moyens de les rémunérer. Or, ces moyens n'existent pas. Et donc, il y aura un effondrement du commerce, un effondrement de l'économie. Comme ces gens qui payaient des impôts n'en paieront plus, il y aura aussi un effondrement des ressources budgétaires. Donc, on voit bien que non seulement, actuellement, ils n'ont pas les moyens de les payer, mais en plus, avec l'économie effondrée, il y aura encore moins de moyens de payer tous ces gens-là. Et il faut ajouter qu'il y a aussi des services de la Nouvelle-Calédonie payés par la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de métropolitains. Pour regarder au Médipôle, dans la clinique, par exemple, la plupart des médecins sont des médecins métropolitains. Est-ce qu'on aura les moyens? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie aura les moyens de le payer? Je ne crois pas. Certainement. Est-ce qu'on pourra s'adresser à des médecins australiens? Ben non. On a découvert qu'ils étaient encore payés davantage que les médecins français. Il y a eu une disposition ou un vœu récemment pour combler le manque de médecins en brousse et aux îles, et donc l'ouverture aux médecins australiens, néo-zélandais et fidjiens. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient candidats ou qui aient candidaté. Les médecins australiens sont bien mieux rémunérés en Australie que les médecins calédoniens. Donc je crois que la question ne se pose pas. Il restera les médecins cubains. La médecine cubaine est très bonne. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas de médecins cubains en Vanuatu, donc je ne le vois pas très... Bon, les médecins cubains, ils sont appelés dans tout le monde. Alors c'est une excellente médecine, la médecine cubaine. Ils ont même d'ailleurs leur propre vaccin Covid à Cuba. On peut dire même que c'est la seule bonne chose qu'ils aient faite à Cuba, c'est la formation en médecine. Alors deux mots sur des métiers. Pardon, je voudrais dire une chose sur les Fidji, parce que les gens, peut-être que certains se font des illusions. Il faut savoir qu'un médecin fidjien, il est formé en 4 ans. C'est-à-dire à peine un peu plus qu'un infirmier. Et donc, d'abord, ce ne sera quand même pas le même niveau de médecine. Et deuxièmement, qu'au Fidji, en fait, il manque de médecins. Donc, on ne voit pas comment ils vont nous envoyer des médecins. Donc, soit il va y avoir une baisse terrible du système de soins, ou bien ça va coûter une fortune, quoi. Alors, il y a d'autres services, multitude de services qui sont occupés essentiellement par des fonctionnaires de l'État, dont on ne parle pas beaucoup. Je pense aux douanes, par exemple. Les douanes qui rapportent beaucoup à la Nouvelle-Calédonie et qui ne coûtent pas grand-chose. Les douaniers sont essentiellement des fonctionnaires de l'État. Oui, en tout cas payés, rémunérés par l'État. Et nous, la Calédonie dépense à peu près rien pour son service des douanes, qui lui rapporte... plus d'un tiers de son budget. Oui. C'est-à-dire et nous, j'ajoute aussi qu'en revanche, nous, on n'a jamais payé aucun impôt à l'État. Oui. Donc, c'est la générosité de l'État. Donc, des fonctionnaires d'État ou des fonctionnaires locaux payés par l'État. Ouais. Il en va de même pour la météo. Alors, c'est un établissement public, je crois, la météo, mais une partie de la météo est prise en charge par l'État. Je pense à un certain nombre de contrôleurs aériens. L'aéroport de Tontouta deviendrait donc un aéroport du nouvel État. Donc, police frontière, évidemment, ne serait plus rémunérée par l'État et fonctionnaires de l'État seraient nommés ailleurs. Je pense aux douaniers également, douane à l'aéroport. Et puis également un certain nombre de contrôleurs aériens. Il y a quelques contrôleurs qui sont des fonctionnaires de l'État. Voilà. En ce qui concerne toujours des services ou des établissements qui relèvent de l'État, il y a une situation particulière pour l'audiovisuel. Il me semble que beaucoup de Calédoniens pensent que le transfert de la compétence audiovisuelle signifie le transfert de NC Première à la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est pas du tout ça. La compétence, c'est la capacité à décider un certain nombre de règles, de réglementations, de lois sur l'audiovisuel, mais c'est pas du tout la prise en charge d'une société qui relève de France Télévisions, elle-même qui dispose d'un budget qui lui est alloué par l'État. Oui. Il n'y aura aucune obligation
que NC Première reste en Calédonie s'il n'y a pas une... Mais il n'y a pas d'exemple. Non, Il n'y a pas d'exemple où France Télévisions est conservé, enfin, ou tout moins une chaîne de télévision nationale est conservée une station dans un pays nouvellement indépendant, me semble-t-il. C'est pas, en tous les cas, c'est pas le cas au Vanuatu. C'est pas le cas aux RFI qui s'occupe de Comores. ça, c'est Radio France Internationale. Oui, autre voilà, chose. c'est une radio, mais ça veut dire que NC Première, à la fois le matériel et les personnels auraient vocation à exercer ce métier sur le territoire national, c'est-à-dire dans d'autres lieux de la République et pas en Nouvelle-Calédonie, sauf ceux qui opteraient évidemment pour un statut, une fonction dans une organisation audiovisuelle qui serait rémunérée par le nouvel État. Oui. Je pense que beaucoup de journalistes vont tomber de haut, parce que je ne crois pas qu'ils pourront conserver leur rémunération actuelle. Ah, qui sait, peut-être que le nouvel État serait généreux au cas où. Alors, la note parle également du nickel. Alors, nickel, on a déjà eu le détail de ce que l'État a garanti dans les emprunts, a accordé en matière de défiscalisation. Ce sont des dizaines de milliards, à la fois pour la SLN, à la fois pour Cognambo, dans le Nord, et à la fois pour l'usine du Sud. Il y a actuellement, donc ça entrerait dans le champ d'intervention après le référendum, il y a un gros projet qui doit se mettre en activité, c'est le projet Lucie, qui coûte une 50aine de milliards de CFP. Je pense que l'intervention de l'État est essentielle dans ce domaine avec la défiscalisation qui disparaîtrait. Ce serait de nature à remettre en cause ce chantier ? Oui. En tout cas, il faut bien voir que sans la France, l'économie du nickel se serait effondrée depuis bien longtemps. Il y a eu plusieurs épisodes de crise du nickel, notamment, bon, si tout le monde se rappelle des années après le boom, c'est notamment en 75. Elf Aquitaine qui a repris la SLN. Et donc, pour sauver la SLN, qui n'était plus capable, parce que toute l'économie de la Nouvelle-Calédonie, son budget dépendait des droits de sortie. Et donc, la SLN a dit tout simplement, bah, si vous continuez à percevoir des droits de sortie, bah, on n'a plus qu'à fermer notre porte, parce qu'on n'est déjà pas compétitif, donc si en plus vous augmentez notre prix de sortie, on ne peut pas l'être. Donc l'État a dit, bon, bah, il faut supprimer le droit de sortie. La Calédonie, mais c'est pas possible, parce que si on supprime le droit de sortie, un peu plus vite. Donc, on va trouver un système un peu complexe, que je ne rappellerai pas, mais qui consistait à ce que l'État paye la différence. 34 milliards, moi je m'en souviens donc, bien. Voilà, c'était une avance remboursable de 34 milliards de CFP. Là, 34 et quelques milliards, finalement qui s'est transformé en cadeau. C'est-à-dire que l'État a dit, bon, bah, on efface la dette. Oui, parce que la Calédonie était incapable de rembourser. Et pour la crise dont on n'est pas encore sorti du nickel, bah, si on ne s'est pas encore effondré, c'est parce que l'État à chaque fois a soutenu les trois usines, aussi bien la SLN que l'usine du Nord que l'usine du Sud. Et on n'est pas encore dans une situation florissante parce que le nickel maintenant il y en a partout. Il y en a partout, il y en a notamment dans des pays comme l'Indonésie ou les Philippines où il est produit pour beaucoup moins cher. Il faut voir que le salaire d'un Indonésien est 10 fois inférieur au salaire d'un Calédonien. Donc évidemment, et le prix de l'électricité, c'est à peu près la même chose, beaucoup moins élevé aux Philippines. Et l'environnement, c'est pas la première préoccupation. Ils s'en moquent complètement. Et je fais une digression parce qu'on parle souvent d'environnement, effectivement, et les Kanaks indépendantistes disent « Ah ben oui, mais on ne fait pas attention, il faut payer l'environnement, Lucie, etc. » Et il faut avoir 51% d'épargne pour bien contrôler, mais il faut savoir que le pays dont nous avons parlé tout à l'heure, Cuba, eux, ils ont 100%. Eh bien, ce sont les usines les plus polluantes du monde. Donc, c'est pas ce qui est important, c'est le contrôle administratif qu'on peut avoir sur une société, les réglementations qui sont importantes et non pas, évidemment, prise de participation au capital, parce que quand on participe, après, on est dans une position d'intérêt, d'opposition d'intérêt. C'est-à-dire que le pays qui a 51% ou 100%, bah, quelquefois, il a intérêt pour vendre son nickel, éventuellement, à fermer les yeux sur l'environnement. C'est ce qui se passe à Cuba. Bref, on est dans une situation qui n'est pas du tout florissante et qui va être très difficile. Heureusement, on a de la chance, on a une batterie
qui vont fonctionner avec le NHC de Nouvelle-Calédonie, l'oxyde de nickel, donc c'est très bien. Mais on n'est pas sorti. Et si la France n'est pas là pour nous soutenir, mais d'abord les 3 usines auraient fermé là. Oui, mais clair. Moi je parlais du projet Lucie là qui est à venir. Le projet Lucie qui va le financer. Donc adieu Lucie, vous pensez? Pardon? Adieu Lucie, vous pensez? Bien en cas d'indépendance. Oui, ils vont négocier entre bye Lucie. Mapu et les futurs propriétaires chinois. On a parlé des compétences régaliennes, donc elles ne seraient plus exercées par l'État, donc ça concerne l'essentiel des dépenses de l'État, d'ailleurs l'essentiel des 172 milliards que l'État dépense ici, 9500 personnels. Il y a une compétence qui n'est pas régalienne, elle a été entièrement dévolue à la Nouvelle-Calédonie au titre des transferts de compétences, c'est l'enseignement. Je souhaiterais qu'on revienne sur cette partie importante, c'est la formation de toute la jeunesse calédonienne. Aujourd'hui, l'enseignement, par un procédé négocié par nos parlementaires, dont Pierre Frogier à l'époque où il était à l'Assemblée nationale, est financé par l'État qui met à disposition gratuite l'ensemble des personnels, 4500 personnels. Ça coûte 46 milliards, entièrement payés par l'État. Demain, ces personnels n'ont plus de salaire. Ah oui. Sauf à trouver à nouveau 46 milliards. Ouais. En plus des 160, des 160, des 120 milliards qui auront disparu. Oui. C'est impossible. Enfin, c'est absolument impossible de trouver 46 milliards dans un pays dont l'économie va s'effondrer précisément parce qu'il n'y aura plus d'aide de l'État. Voilà. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière d'enseignement pour ne nous limiter qu'à l'enseignement? Et je précise qu'il ne s'agit pas que de l'enseignement public. L'enseignement privé, primaire et secondaire, est entièrement financé par l'État. On va essayer d'entrer dans le concret. Et concrètement, donc, l'État ne finance plus. Alors, peut maintenir des financements en Nouvelle-Calédonie, mais certainement pas des financements pour l'enseignement. L'État coupe le robinet. Le nouvel État doit trouver des moyens pour financer ses 4500 personnels. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, à l'évidence. Les personnels seront d'abord pas rémunérés de la même manière. Les personnels de l'État auront été nommés ailleurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos établissements d'enseignement? Il faudra voir quelle sera la position des enseignants, parce qu'il faudra leur dire, par exemple, on va vous rémunérer, mais bien moins. L'index de correction ne se justifie pas. Voilà. Et donc, il y aura déjà 72% de salaire en moins. C'est une des grandes revendications indépendantistes, la suppression de l'index de correction. Oui. Mais il n'en parle pas trop quand même, parce que voilà, c'est 72% de salaire en moins. Et donc il faudra que les personnels existants acceptent cette baisse terrible de rémunération. Et peut-être qu'ils n'auront pas d'autre choix, s'ils n'arrivent pas à trouver du travail ailleurs, ou en métropole, parce qu'en plus, on a un enseignement francophone, donc c'est quand même important de savoir qu'on ne peut pas comme ça s'adresser aux Australiens, voire aux Fidjiens ou aux Néerlandais. On a pratiquement que la France ou le Canada. Mais cela signifie donc, en clair, que certains établissements ne pourraient pas pourvoir au poste d'enseignement. J'essaye de me situer dans le concret. Et donc, certains établissements ne pourraient plus accueillir ou accueilleraient des classes surchargées parce que le nombre de professeurs par élève devrait correspondre à cette nouvelle donne. Est-ce qu'on peut supposer que ce serait également un affaiblissement du niveau de l'enseignement prodigué dans le nouvel État? Oui. Ça me paraît tellement évident. Alors, sinon, il y a aussi des solutions. Il faut l'obligation scolaire peut être supprimée. Au Vanuatu, ils ont pratiquement supprimé l'obligation scolaire. Ils ont rendu l'enseignement payant surtout. Voilà. Donc dès que vous supprimez l'obligation, donc l'État n'est plus obligé de vous payer vos études, donc il faut les payer vous-même. Ça ferait partie d'une solution, ça, de rendre, pour rendre l'enseignement possible, pour le plus grand nombre, de rendre l'enseignement payant?
Bien sûr, bien sûr. Je vois pas quelle autre solution. Ou alors l'autre solution, c'est effectivement de surcharger les classes, ou de ne pas obliger donc les enfants à poursuivre des études. Alors, on remarque également que l'État a du foncier en Nouvelle-Calédonie, et notamment des bâtiments. Le document indique qu'il y a 2772 bâtiments qui appartiennent à l'État pour une valeur de 88 milliards de francs CFP. Pensez-vous qu'il est envisageable, au cas, encore une fois, c'est une hypothèse, où la Nouvelle-Calédonie choisirait le oui à l'indépendance, pensez-vous qu'il soit envisageable que l'État fasse don de ces 2700 bâtiments à la Nouvelle-Calédonie, un geste fort Non. pour Bon, l'État? on peut toujours tout imaginer, hein, une imagination sans limite, mais en fait tout va être négocié. L'État va pas donner comme ça. Et peut-être qu'il va baisser peut-être la valeur, compte tenu que tous les biens immobiliers vont diminuer de valeur. Peut-être qu'il va estimer que les siens vont diminuer de valeur, mais ça fera forcément l'objet de discussions. Moi, il faut pas croire que l'État est très gentil avec les pays devenus indépendants, contrairement à ce que pensent les Kanaks indépendantistes. J'ai regardé ce qui se passait à Djibouti, par exemple, où il y a eu un accord avec l'État de Djibouti pour que la France maintienne quelques milliers de soldats. Parce qu'il y avait des Chinois qui sont installés aussi, donc il fallait que la France... Mais l'accord s'est passé de telle manière que les militaires français qui exercent à Djibouti ne payent pas d'impôts à Djibouti. Les impôts qu'ils payent sont payés en France. Donc tout est calculé au cordeau. La France n'a pas comme ça des milliards à distribuer de par le monde, et donc elle le donne avec parcimonie, et seulement si c'est nécessaire à sa propre politique et éventuellement à la politique de l'État avec qui elle conclut des conventions. Donc il n'y a rien. Et là, c'est ce que je reproche aussi au document, comme j'ai indiqué en exergue, c'est qu'en fait la France ne répond pas. C'est-à-dire qu'elle cherche. D'un côté, la France montre bien tous les inconvénients de l'indépendance, mais elle ne répond pas. C'est-à-dire qu'elle laisse finalement le doute un peu chez les indépendantistes. Alors, elle a des réponses comme ah mais il y aura plus, donc tous les financements de la France deviendront caducs, mais il y aura l'aide au développement de la France ou l'aide au développement international. Elle ne dit pas quelle est la différence, mais la différence est gigantesque. Ça veut dire quoi À Djibouti, la France donne de 15 fois moins que ce qu'elle donne à la Calédonie. Ça veut dire que tout l'art de ceux qui sont à Paris aujourd'hui et qui sont favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, tout l'art de leur discussion sera d'amener le gouvernement à indiquer précisément ce qui se passe, ce que vous dites, au cas où effectivement il y a un nouvel État qui se constitue, et aller au-delà des supputations, des interrogations ou des suppositions qui sont contenues dans le document, dire ce sera tant, pas plus. Voilà, exactement. Il faut que Daniel Goa ou à mi-temps, ou même pas Pierre Frogier, parce qu'il n'y sera pas, ou d'autres, disent à l'État, bon, mais aide de développement, ça fera combien? Alors l'État va dire, enfin, peut ou ne pas dire, ah, écoutez, on ne le sait pas, ça fera partie des négociations. Mais s'il dit la vérité, il va comparer. Il y a au moins... Voilà ce que je donne au Vanuatu, voilà ce que je donne à Djibouti, voilà ce que je donne aux Comores, et donc il n'y a pas de raison que vous ayez plus. Absolument, l'État peut très bien faire une réponse du type que vous décrivez, c'est sujet de négociation, mais la négociation, elle est encadrée. Elle est encadrée par l'attitude de l'État vis-à-vis des pays indépendants d'aujourd'hui. Donc l'aide au développement, d'abord, elle est limitée dans le budget de l'État, un budget qui est mis à mal aujourd'hui par les difficultés liées au Covid et les difficultés économiques et fiscales de la France. Donc la France ne regorge pas de milliards à distribuer dans le monde, ce que je crois comprendre, mais qu'en plus, la France a un budget consacré au développement des pays en voie de développement, pas plus. Oui. Donc c'est bien à l'intérieur de ce budget qu'il faudra puiser. Beaucoup de Calédoniens, et notamment des Kanaks, mais pas seulement, exagère l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie pour la France. Pense le nickel, par exemple, et continue à se faire des illusions, à penser qu'on vit sur un tas d'or et qu'il suffit de mettre des redevances pour gagner beaucoup d'argent, donc on est fortement concurrencé.
Et si c'est pas le nickel, on dit oui, mais on a une position stratégique extraordinaire. Djibouti, ils ont une position stratégique extraordinaire. Mayotte aussi. Le Vanuatu, c'est la même position qu'ici. Donc il faut quand même pas trop se faire d'illusions. Malgré tout, on a cette chance que maintenant, on a la Chine qui s'est dressée contre l'Occident. Et donc d'où l'idée de l'Amérique, de l'Australie, de l'Inde, de faire un axe Indo-Pacifique pour contenir l'avancée chinoise. Parce que voilà, l'enjeu maintenant, il va être géostratégique, et on a un peu cette chance de se trouver sur cet axe, mais il ne faut pas exagérer. La France ne va pas gaspiller, et surtout que l'Australie, l'Amérique vont compter sur elle, et la France va dire oui, mais il faudra que vous participiez, et je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça risque. La grande crainte qu'on peut avoir, c'est que ça se transforme en avantage pour les Chinois. Quand on voit ce qui se passe au Vanuatu, il y a une ambassade où il y a 140 personnels chinois qui travaillent à l'ambassade. On comprend que les Chinois sont très intéressés. Est-ce qu'on peut conclure en disant que dans le cas d'une indépendance, le bénéfice direct irait, parce que la France s'appuierait sur ces territoires, le bénéfice direct irait à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, le cas échéant? Non, je ne suis pas du tout sûr de ça. Enfin, oui, vous pensez que... Pour eux, s'ils en profitent. Vous évoquiez le poids de la France dans le Pacifique. Ah oui. Ces appuis... Il y aura forcément un peu plus pour eux. Hein, militaires et diplomatiques, au cas où la France n'est plus vraiment en Nouvelle-Calédonie, elle sera là où sont ses territoires, me semble-t-il. Oui. Et donc, c'est bien Wallis et Futuna et la Polynésie française. Moi, je pense, en réfléchissant aux documents tels qu'ils se présentent, que manifestement, le gouvernement français, l'État français, est favorable à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française, mais il veut rassurer quand même les indépendantistes en disant il va y avoir des accords, etc. Parce que ce qu'il craint finalement, ce sont des troubles, les événements en Calédonie. Donc il dit par exemple, ne vous inquiétez pas. Alors en cas de oui à l'indépendance, il va y avoir des accords, et en cas de non à l'indépendance, il y aura quand même d'autres référendums possibles, ce qui serait quand même extraordinaire, absolument insupportable, quoi. Où il dit, j'avais noté, où il dit il n'y aura pas de partition, c'est impossible, la partition est impossible. Comme si tout le monde n'avait pas vu ce qui s'était passé aux Comores. Ou alors il dit, il y aura une association qui sera possible. Enfin bref, il essaye de rassurer les indépendantistes pour pas qu'il y ait de troubles, mais après leur avoir bien dit que ça va être une catastrophe. Donc il tient un peu un double langage, et il faudra bien, à mon avis, qu'un jour, le président de la République, qui est quand même garant de l'intégrité du territoire national au terme de la Convention, s'engage lui-même. Sinon, ce serait incompréhensible. En tous les cas, à l'examen du document et avec les commentaires que vous faites, on peut dire que la victoire du oui serait pour la Nouvelle-Calédonie une catastrophe annoncée. C'est clair. La raison dit qu'il ne faut surtout pas l'indépendance. Alors malheureusement, c'est pas toujours, c'est souvent... ou c'est peut-être jamais la raison qui guide le monde. Ce qui guide le monde, ce sont les émotions, la passion, les sentiments, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est très fort chez les Kanaks, c'est l'identité. Ils veulent conserver... indépendantistes. Les Kanaks indépendantistes, non, oui, mais pas seulement. Non, chez les Kanaks en général, c'est qu'ils sont fiers d'être un peuple reconnu par l'accord de Nouméa, qui sont fiers d'avoir leur propre identité, et qui veulent absolument conserver leur culture, leurs coutumes, leur façon de vivre, leur civilisation. Je crois que une des meilleures chances pour la France de réussir à ce que la Calédonie reste française, c'est aussi de leur dire, mais la France est garante de vos coutumes. Elle est garante. Il vaut mieux qu'il y ait la France en Calédonie pour conserver les coutumes kanak que d'avoir Néautine à sa tête pour la Calédonie. Parce que Néautine est un marxiste, par exemple, et les coutumes kanak, le Sénat coutumier, il s'en balance, si je puis dire. Alors que la France a toujours... Alors c'est vous qui le dites, peut-être qu'il a beaucoup d'estime pour le Sénat coutumier. Oui, non, mais ça s'est pas vu. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Pierre Bretonnier, merci. À une prochaine fois. À la prochaine.